Bonjour Victoria. Bonjour Margot. Ce midi, vous vous intéressez à un sujet difficile et qu'on ne traite que trop peu souvent, sauf peut-être à RCJ Victoria. Oui Margot, nous en avons beaucoup parlé ces dernières semaines avec la période de la Tzedaka. Dans la communauté, comme ailleurs, il existe une variété de parcours plus difficiles les uns que les autres. Nous ne naissons ni ne grandissons avec les mêmes chances et dans les mêmes conditions. Et l'une des catégories les plus touchées en France par la précarité n'est autre que les jeunes de moins de 18 ans et les jeunes de 18 à 25 ans. Pourtant, il existe des dispositifs publics qui tentent de réduire ces inégalités et de prendre en charge ces jeunes en difficulté. Parmi ces dispositifs, un en particulier a attiré mon attention, les maisons d'enfants. Ces maisons d'enfants, ce sont des établissements mandatés par l'État qui accueillent des jeunes placés par décision administrative ou judiciaire. Prévues pour accompagner les jeunes, elles sont aussi censées protéger et aider les jeunes à se construire. Bon, évidemment, ces parcours restent compliqués et ces placements ne se passent pas toujours dans les meilleures conditions. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous faire entendre un parcours un peu hors du commun, celui de Chloé. Chloé est aujourd'hui une jeune femme qui, de ses 4 à 18 ans, a été placée dans l'une de ces maisons d'enfants, en banlieue parisienne, avec ses frères et sœurs. Une mère en incapacité de s'occuper d'elle et un père absent ont conduit à son placement pendant toutes ces années. Je vous propose d'écouter son témoignage, très fort. Je précise aussi que pour des raisons de sécurité et d'anonymat, le prénom et la voix de Chloé ont été changés. J'ai été placée à l'âge de 4 ans parce que ma mère avait des difficultés psychiatriques et mon père n'était pas particulièrement présent. Et puis voilà, on a été placés dans un foyer avec mes frères et sœurs, et ce jusqu'à l'âge de 18 ans pour ma part. C'était une assez grande maison, voire très grande, avec un très grand jardin. Le lieu était vraiment super. Il y avait notamment une piscine, un terrain de foot, et vous aviez trois bâtiments distants, là où les jeunes étaient accueillis pour dormir, et qui étaient en fait dispatchés par tranche d'âge, puisque vous avez un bâtiment pour les tout petits, un autre bâtiment pour les 12-17 ans, je dirais, et un autre bâtiment également pour les 12-17 ans, mais qui était du coup pour les garçons, puisque les 12-17 ans étaient séparés en fonction du genre. Après, étant donné que j'ai un parcours qui est assez long, je suis passée par toutes les unités, si on peut appeler comme ça, en fonction des tranches d'âge, et donc du coup, il y a un peu le choix d'éducateur aussi à chaque fois que changer d'unité, et puis enfin, il y a aussi du turnover dans les éducateurs, donc voilà, ça change aussi un peu d'éducateurs. Enfin, en tout cas, sur la durée de mon parcours, j'ai pas eu les mêmes éducateurs à chaque fois, quoi. Oui, donc il y avait un bus scolaire en fait qui nous amenait de la maternelle jusqu'à l'école primaire, puisque la plupart des jeunes étaient scolarisés dans le même collège en fait, enfin dans la même école primaire. Voilà. Après, au collège, c'était juste à côté. Et le lycée général, moi, que j'ai fait, pareil, dans la ville, pas très loin. Après, on y allait tout seul. On se débrouillait, je crois. Je sais plus exactement à partir de quel âge. Je pense déjà à partir du collège, on y allait tout seul, quoi. Puis après, au niveau des éducateurs, il y avait des synthèses en fait qui étaient faites tous les ans, où on discutait un peu du projet du jeune. Et puis, on faisait un peu le point aussi sur la situation. Et puis, oui, il y avait aussi vous me parliez des événements. Il y avait pas mal d'événements, puisque alors, on faisait un peu toutes les fêtes, puisqu'on fêtait Noël, le Nouvel An chinois, Hanouka. Donc, c'était vraiment l'idée aussi d'inclure toutes les religions dans le foyer, même si au départ, il y avait un volet beaucoup plus centré sur le judaïsme. Toutes les personnes qui étaient accueillies n'étaient pas forcément de confession juive, donc il y avait un peu, on faisait un peu toutes les fêtes, quoi.
Alors si elles prennent en charge des enfants de leur plus tendre enfance à la fin de leur adolescence, ces maisons ne sont plus adaptées aux jeunes de 18 ans et plus. Les jeunes placés pendant de nombreuses années dans ces maisons doivent alors se confronter à de nouveaux défis, l'indépendance financière, les études supérieures, le travail alimentaire. C'est à toutes ces problématiques qu'a dû notamment se confronter Chloé dès ses 17 ans, quand elle décide de se lancer dans de longues études dans une université francilienne. Ne pouvant plus compter sur l'aide sociale à l'enfance, c'est désormais grâce au Crous, au service public d'aide aux étudiants, et à un travail alimentaire quotidien que Chloé peut subvenir à ses besoins et aller au bout d'un long parcours universitaire. Quand on est placé, après, on a la possibilité à 18 ans d'avoir un appartement jeune majeur, où en fait, c'est un logement qui nous est prêté pour une durée de 3 ans par l'intermédiaire d'un contrat, donc on appelle contrat jeune majeur, et donc de nos 18 ans jusqu'à nos 21 ans, on a la possibilité d'avoir un appartement à titre gracieux, et on nous donne aussi de l'argent qui est considéré comme de l'argent alimentaire, avec de l'argent de poche également. Et donc moi, comme ça faisait quand même une assez longue période que j'étais placée, j'ai eu la possibilité d'avoir ce type de logement quand j'ai eu 17 ans, au lieu de 18. Et donc, j'ai été dans cet appartement-là. Et en fait, quand on a un contrat jeune majeur, il faut qu'on passe par une inspectrice. C'est un peu c'est la procédure, en fait. Et donc, j'avais été à 17 ans voir cette inspectrice pour voir si elle m'accordait ce contrat jeune majeur, ce qu'elle a fait. Et puis, en fait, il faut la voir tous les ans pour qu'elle reconduise ce contrat. Et en fait, à 18 ans, elle n'a pas voulu reconduire le contrat. Puisque en fait, elle a jugé que, étant donné que, enfin en fait, moi mon projet c'était de faire des longues études et le projet pour elle c'était qu'au bout des 3 ans, je puisse être financièrement, économiquement indépendante. Et donc, bah ça lui convenait pas, donc elle m'a dit voilà, on peut pas reconduire ce contrat, donc j'ai pas eu la possibilité d'avoir, enfin de continuer ce contrat jeune majeur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, étant donné que moi, ça me tenait vraiment à cœur de continuer mes études, j'ai fait la demande d'un Crous pour pouvoir avoir une bourse et un logement qui soit, disons, moins cher hein, que sur le marché, hein, puisque à Paris, les prix sont exorbitants. Et donc voilà, en fait, j'ai suivi toute ma scolarité par l'intermédiaire du Crous et de la bourse que j'ai eue grâce à ma situation financière, puisque du coup, c'est calculé sur les finances de nos parents et que mes parents n'avaient pas énormément d'argent. Et évidemment, ça suffisait pas, donc en fait, j'ai dû travailler pendant toutes mes études. Donc, je travaillais en fait 20 heures par semaine en même temps que je faisais mes études. C'est quand même un peu la difficulté, mais bon, ça m'a quand même permis au moins de continuer mon parcours universitaire. En fait, je faisais un travail de nuit en général puisque j'étais barman. Donc, en fait, je finissais à 2 heures du matin et le matin, bah, fallait aller en cours. Donc, genre, je vais pas vous mentir, hein, il m'est arrivé de pas forcément toujours pouvoir de me lever pour aller en cours. Donc, je pense que ça, c'est un peu problématique. Donc, je pense que oui, je privilégie en fait plus le côté j'ai besoin d'avoir des finances alimentaires plutôt que les études. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas forcément excellé dans mon parcours universitaire en termes de notes, mais en même temps, j'ai quand même validé j'ai quand même toujours validé mes années sans redoublement, etc. Donc non, j'ai pas eu de moment, on va dire, charnière où j'avais peur d'en mettre sous la dent, mais ça, c'est parce que je préférais privilégier le côté alimentaire plutôt que le côté études, tout en parvenant en fait à réussir mes études en restant dans la moyenne basse de la classe, disons. Donc, si j'avais pas eu mes études, je pense que j'aurais pu m'investir. Si j'avais pas eu mon travail, j'aurais pu m'investir un peu plus dans mes études, ce qui n'était pas forcément les cas, étant donné que j'avais ce besoin économique assez important. Alors évidemment, le parcours de Chloé n'est pas un parcours classique d'enfants placés dans des maisons d'enfants. Toutes les maisons d'enfants ne sont pas égales en capacité d'accueil et d'accompagnement et échouent parfois dans leur devoir d'aider et d'accompagner au mieux ces jeunes. Aussi, souvent en grande difficulté affective et sociale, les enfants et adolescents placés n'ont pas eu d'aussi beau parcours de vie que celui que vous avez entendu.
Moi, je pense que on a eu beaucoup de chance dans cette maison. Je pense que c'est pas le cas. Enfin, le cadre est pas aussi accueillant dans toutes les maisons d'enfants. Même le fait qu'il y ait voilà, un parc, une piscine, des choses comme ça, c'était vraiment agréable. Et puis ça a enlevé le côté un peu enfermement qu'on peut ressentir parfois quand on est placé. Non, je pense vraiment que si j'ai aussi réussi à faire des études, évidemment, c'est parce que j'ai été placée. Les choses auraient pas du tout été la configuration aurait pas du tout été la même si je l'avais pas été. Mais évidemment, voilà, le lieu en tout cas a beaucoup joué. Hein, puis moi, j'ai jamais eu de problème particulier avec les éducateurs ni avec personne. Donc, je continue à dire que j'ai eu en tout cas beaucoup de chance d'être placée dans cette structure en particulier. Là, pour avoir eu des retours d'expérience d'autres structures, c'est pas de cette manière. Enfin, ça se passe pas comme ça dans toutes les maisons d'enfants. Après, peut-être pour le côté plus négatif, c'est vrai que on a c'est pas propre à la structure, c'est propre en fait au placement. Il y a vraiment ce côté enfermement et ce côté où on n'a pas forcément la possibilité de sortir autant que les autres jeunes parce qu'il y a une responsabilité importante qui incombe en fait à l'institution et ce qui fait qu'on a plus de difficultés à créer des liens à l'extérieur alors que ce sont des liens qui peuvent vraiment nous servir quand même après pour la suite, quoi. Et la communauté juive n'est pas exempte de parcours comme celui-ci. Dans la communauté juive, en France, il existe aussi des jeunes en grande précarité affective ou économique, des jeunes à la marge qui ne se retrouvent pas forcément dans les parcours dits classiques de la société. Nous en avons parlé pendant la période de la Tzedaka, il existe cependant de nombreuses structures faites pour aider et accompagner les jeunes. L'occasion aujourd'hui de faire un focus sur l'une de ces structures et de ces initiatives d'aide aux jeunes en difficulté. Il s'agit là de Péage. Péage est né de deux constats. D'abord qu'il existe de nombreux jeunes à la marge et qui ne rentraient pas dans les parcours classiques de la société. Et ensuite que cette marginalité, pas négative pour autant, conduit souvent à du décrochage scolaire. Alors Elsa Zenou et son équipe ont décidé de créer ce centre de formation spécialiste de l'insertion professionnelle afin d'accompagner les jeunes de manière approfondie et personnalisée pour qu'ils s'y retrouvent au mieux dans le difficile monde du travail. Leur programme phare, Booster, dont le FSJU est partenaire, a alors pour vocation d'aider les jeunes en difficulté professionnelle à se réinsérer sur le marché du travail. Je vous laisse écouter Elsa Zenou, la directrice de Péage. Ok, donc bonjour, Elsa Zenou, donc je suis la directrice de Péage, qui est une association qui existe depuis 2006 et qui est soutenue par le FSJU. Pour tout son aspect d'aide aux jeunes que nous apportons au quotidien et dans nos différents projets. Depuis nos tout débuts, on était très branchés sur les jeunes exclusivement, puis on a grandi, on s'est développé, on a plusieurs projets, certains qui aident d'ailleurs des adultes ou qui sont liés à la formation continue. Mais les jeunes, ça reste vraiment l'ADN du projet initial et c'est pour ça que qu'on a mis en place le projet Booster, qui est vraiment un projet très spécifique donc pour les jeunes qui sont soit en décrochage scolaire en bug de projet, dans sa version, enfin c'est un projet qui a une version longue durée et c'est sur laquelle nous travaillons avec le FSJU. Et en même temps, il y a une version plus courte qui est plus axée sur du one-shot, des aides ciblées. Et encore en parallèle, nous avons une formation qui s'ouvre, qui est accessible pour les adultes et les jeunes, avec ou sans bac, qui est axée sur le design numérique et qui permet d'avoir le bac+3 en 8 mois validé par le ministère du Travail. Donc tous ces éléments fait que finalement on est un écosystème avec plusieurs projets et qui permet à des jeunes de trouver leur place et de rebondir. On est là pour accueillir différents profils entre 16 et 25 ans. On est sur des jeunes qui ont pu trouver leur place à l'école pour X ou Y raison, ou des jeunes qui ont testé des choses après leur bac sur l'emploi et la formation, et ça n'a pas fonctionné. Donc vraiment, ce côté booster longue durée, c'est vraiment ça. C'est des jeunes qui n'ont pas vraiment trouvé leur place dans les systèmes classiques,
et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se retourner, parfois d'un long coup de pouce d'ailleurs, pour se retourner et puis pouvoir mettre en place un projet qui est concret. C'est souvent des jeunes qui sont vraiment des pages vierges en orientation, qui n'ont pas d'idée pour la suite. Parfois d'ailleurs, s'ils ont des idées, c'est pas toujours réaliste. Donc il y a un moment, il faut aussi recentrer et voir ce qui est possible. Parce que nous, on dit toujours aux jeunes, un projet d'avenir, c'est celui qui matche entre ce que tu peux faire, ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire et ce que la réalité du marché du travail nous permet aujourd'hui. Booster, c'est la nouvelle version d'un projet qui a existé pendant très longtemps, qu'on a mené depuis 2006, parce qu'au fur et à mesure, on a accueilli quand même une centaine de jeunes dans nos projets, qui étaient soit directement liés au décrochage scolaire, soit alors plutôt des jeunes qui cherchaient un emploi et qu'on a aidé à placer dans des postes dans plusieurs associations. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé au FJU par notre biais au tout départ, pour un peu briser le plafond de verre. Donc, pour dire qui sont ces jeunes, c'est des jeunes qui ont beaucoup de potentiel, qui ont vraiment eu un petit temps d'arrêt, mais qui sont capables de se retourner si on les aide et qu'on les met dans la bonne direction. Il faut savoir que le décrochage scolaire, notamment, c'est des périodes de vide qui s'installent en fait. Ce sont des jeunes qui n'ont plus d'horaire, qui n'arrivent plus à se conformer à des obligations. Donc on est là, nous, justement, pour intervenir ou pour réparer ce qui s'est passé, dans le sens où on remet un cadre, des horaires, etc., ou au contraire pour donner un coup. Alors avant de terminer ceci pour rime, je vous propose, auditeurs et auditrices, d'écouter le message d'Elsa Zenou si vous connaissez des jeunes qui auraient besoin de cet accompagnement. S'il y a des familles qui sont concernées, faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Justement, il faut éviter de rester dans ce type de situation. Et que on est vraiment sur de l'accompagnement. On peut accompagner sur tout type de projet, que ce soit de l'orientation, de l'emploi, la recherche d'une école, d'une formation. Et qu'en même temps, on a quand même ces solutions aussi sur le côté. Donc, ce bachelor en design numérique, dont la première session est en janvier. Booster, ça vient de démarrer. Donc, là, jusqu'en fin janvier, on est encore en période d'accueil. Donc, on peut encore accueillir du public. Sur la version courte de Booster, qui sont des accompagnements très courts sur l'orientation, sur du Parcoursup, ou plus souvent sur du hors Parcoursup, etc. Comment on fait face à toutes ces thématiques. Là, on accueille les gens au fur et à mesure de leurs besoins. Et sur le bachelor, on a une session qui commence en janvier. On est sur un public ou jeune ou moins jeune, qui a envie de se reconvertir. Et du coup, ce sont des projets, donc comme j'ai dit, accessibles à partir de 18 ans, avec ou sans bac, qui permet d'avoir un bac plus 3. Donc on est vraiment dans l'idée de, s'il y a eu un problème à un moment dans le parcours, comment rebondir. Voilà. Et à côté de ça, on est un centre de formation, donc on accueille aussi beaucoup de demandeurs d'emploi, beaucoup de salariés. On accompagne les structures dans leurs projets, mais vraiment à chaque fois, c'est l'idée de l'évolution professionnelle, comment elle peut être maintenue, comment elle peut être conservée, comment elle peut être dynamisée par un projet de formation. Et Booster ne fait pas exception, même si il a vraiment une méthodologie, j'ai envie de dire un encadrement, une pratique très soutenue, très cocon. Toute notre équipe, on nous appelle des fois pour me présenter à certaines structures. Qu'est-ce que vous faites ? Ici, c'est la mère juive de l'insertion. Donc, voilà, on est un peu là pour vérifier que tout le monde va bien, que tout le monde roule. Et en même temps, on est aussi quand même une sorte de mouvement jeunesse qui dit pas son nom. Nous ne sommes pas une école. On est là vraiment pour accompagner un peu différemment, mais justement au fur et à mesure pour rapprocher vers des systèmes plus normalisés que le nôtre. Un reportage de Victoria Géraud-Velmont. Merci beaucoup, Victoria. Merci, Margot.